Une pauvre petite fille avait été abandonnée dans une terre isolée, sans rien à manger, et avec seulement quelques jours à vivre. C'est alors qu'un millionnaire s'est arrêté avec sa voiture de luxe et a changé sa vie pour toujours. Dans les recoins oubliés de la France rurale, là où les champs semblent s'étendre à l'infini et où le silence règne sans partage, une silhouette frêle marche à pas hésitants le long d'une route étroite et sinueuse. Le ciel est couvert d'un gris sale qui annonce l'arrivée du froid. Il est à peine 7 heures du matin, mais le vent mord déjà la peau comme des aiguilles de glace. Une brume légère flotte encore sur les herbes hautes qui bordent l'asphalte craquelé. La fillette n'a pas plus de 5 ans. Elle est menue, trop pour son âge, et ses vêtements sont si sales et usés qu'ils semblent avoir appartenu à une autre époque. Son pantalon est troué aux genoux, sa veste en laine pend de travers, à moitié ouverte, révélant une chemise tachée de terre. Ses cheveux châtains sont emmêlés, comme s'ils n'avaient pas été coiffés depuis des jours. Dans ses bras, elle serre contre elle un morceau de tissu en lambeaux, autrefois sans doute une poupée. Maintenant, ce n'est plus qu'un chiffon inerte, mais pour elle, il semble encore abriter quelque chose de précieux. Elle ne pleure pas. Ses yeux, grands et bruns, sont secs mais vides, comme si le chagrin avait déjà creusé en elle un sillon si profond qu'il ne restait plus de larmes. Ses petites bottes sont couvertes de boue, et à chaque pas elle laisse derrière elle des traces qui se perdent dans la poussière humide du bas-côté. Personne ne sait d'où elle vient. Il n'y a aucun hameau proche, aucune ferme dans un rayon de plusieurs kilomètres. La route qu'elle longe mène à une petite bourgade dont le nom est effacé sur le panneau rouillé planté à quelques mètres de là. Le monde autour d'elle dort encore, ou peut-être a-t-il choisi d'ignorer cet enfant perdu, comme on ignore parfois ce qu'on ne veut pas voir. Elle s'arrête soudainement. Un bruit, presque imperceptible, fait vibrer l'air. Elle tourne lentement la tête, ses sens en alerte. Un corbeau croasse au loin puis s'envole, dérangé par quelque chose que l'œil humain ne voit pas encore. L'enfant reste figé, ses bras toujours serrés autour de sa poupée déchiquetée. Le silence reprend sa place. Même les feuilles, gelées par la rosée du matin, refusent de bouger. Là, au bord de cette route oubliée, elle semble n'être qu'une apparition, une ombre silencieuse, qui attend que quelqu'un ou quelque chose la remarque. Mais personne ne passe. Aucun cycliste, aucun tracteur, aucun promeneur. Seules les brises glacées s'intéressent à elle, lui caressant les joues rouges d'un froid tranchant. Elle s'assied finalement au pied d'un chêne, ses jambes repliées sous elle. Son souffle est court mais régulier. Elle ferme les yeux un instant comme si elle cherchait à se rappeler quelque chose. Un mot lui échappe, à peine audible. « Maman !» Sa voix est rauque, usée par le vent, par la poussière, par l'absence de réponse. Elle répète encore, plus doucement, comme une incantation. « Maman !» Mais il n'y a personne pour lui répondre. Au loin, le jour commence à se lever, lentement, presque à contre-cœur. Les premières couleurs rosées percent à travers les nuages épais, offrant à la scène une lumière irréelle. La petite reprend sa marche, mécaniquement, sans but visible, suivant simplement le tracé de la route comme s'il allait, tôt ou tard, la ramener à quelque chose qu'elle aurait oublié. Elle ignore qu'elle est observée. Dans une maison, en ruine à peine visible entre les arbres, une silhouette regarde sans bouger. Un manteau long, un chapeau sombre, un visage que l'on ne distingue pas. La présence ne fait pas de bruit. Elle se fond dans le décor, comme un fragment du passé figé dans le présent. Les yeux suivent chaque geste de la fillette. Mais aucun pas ne se rapproche. Aucun mot ne lui est adressé. Le vent souffle de nouveau, emportant avec lui un parfum lointain de cheminée allumée. Peut-être une ferme, quelque part derrière les collines. Peut-être un endroit chaud. Peut-être. Mais la petite continue d'avancer vers nulle part. Dans ce coin perdu de la France, où la modernité semble avoir oublié de s'installer, il n'y a ni voiture, ni panneau lumineux, ni signal de téléphone portable. Le monde extérieur n'existe pas ici. Et pourtant, c'est ici que quelque chose va commencer. Quelque chose que personne ne pourra plus ignorer. Élise. C'est son nom. Elle ne l'a pas dit, mais elle le sait. Comme une étincelle dans le brouillard, il reste en elle, gravé quelque part derrière ses silences, derrière son regard perdu. Personne ne l'attend. Personne ne sait qu'elle est là. Et pourtant, c'est aujourd'hui que tout va changer. Le silence matinal, presque sacré, est soudainement déchiré par un rugissement mécanique. Un grondement sourd, d'abord lointain,
puis de plus en plus proche, fait vibrer l'air glacial autour de la route. Les oiseaux se taisent. Les arbres semblent retenir leur souffle. Élise sursaute et se fige sur place, son chiffon toujours serré contre elle. Ses yeux s'écarquillent, cherchant instinctivement un abri. Elle repère un vieux tronc d'arbre renversé et s'y glisse derrière, tremblante. De l'autre côté de la courbe, un véhicule noir aux lignes parfaites et au châssis brillant fend le paysage comme un spectre venu d'un autre monde. Il s'agit d'une Bugatti Chiron, noire comme la nuit, ses vitres teintées réfléchissant les dernières lueurs de l'aube. Le moteur ronfle avec une puissance contenue, comme un fauve en cage. Le contraste avec le décor champêtre est brutal, presque irréel. Le bolide ralentit sans raison apparente, puis s'arrête complètement sur le bas-côté, soulevant un petit nuage de poussière et de feuilles mortes. Une porte s'ouvre avec un cliquetis sec. Un homme en descend, ses chaussures noires brillant sous la lumière diffuse du matin. Il est grand, élégant, vêtu d'un costume gris parfaitement taillé malgré la rudesse du décor. Son visage est fermé, concentré, mais ses yeux trahissent une fatigue accumulée. Ses pas sont calmes, mesurés, comme s'il avait tout le temps du monde, ce qui, dans sa vie trépidante, est rarement le cas. Mathieu Delacroix, 39 ans, magnat de la finance habitué aux gratte-ciel et aux cocktails diplomatiques, n'a rien à faire ici. Ce détour, il ne l'a pas choisi. C'est une application GPS capricieuse qui l'a mené par cette route oubliée alors qu'il rentrait à Paris après un voyage d'affaires épuisant. Il a d'abord juré contre l'itinéraire, puis s'est laissé porter par le silence des collines. Une pause, une bouffée d'air pur, un instant d'inconnu. Il fait quelques pas, scrutant les alentours. Quelque chose l'a poussé à s'arrêter. Un instinct, une sensation diffuse que quelque chose ne va pas. Il observe les fourrés, les arbres, l'herbe humide. Puis un mouvement subtil attire son regard. Très lentement, il tourne la tête. Deux yeux bruns l'observent, immobile, à moitié dissimulé derrière un tronc. Mathieu ne bouge pas. Il sent une tension dans l'air, comme si le monde avait cessé de tourner pendant une seconde. Les yeux le fixent, sans cligner. Des yeux d'enfant. Il avance d'un pas, prudemment. La fillette ne fuit pas mais recule légèrement, les doigts crispés autour de sa poupée en lambeaux. Elle tremble, mais elle ne crie pas. Il s'accroupit, à bonne distance, abaissant son regard au niveau du sien. Son costume se froisse contre la terre, mais il n'en a cure. « Bonjour », murmure-t-il, la voix douce. « Tu n'as pas froid ?» Elle ne répond pas. Elle ne détourne pas le regard non plus. Il observe les détails, les vêtements sales, les joues creusées, les ongles couverts de boue. Une enfant perdue, abandonnée, livrée au monde sans défense. Son cœur se serre malgré lui. Il n'a jamais aimé les enfants. Il n'a jamais voulu en avoir. Trop de responsabilités, trop de chaos, trop de vulnérabilité. Et pourtant, il ne peut détourner les yeux. « Tu es toute seule ?» demande-t-il encore. Elle bouge à peine, puis murmure, presque inaudible. « Maman !» Ce mot simple et tragique s'écrase dans l'air entre eux comme un coup de tonnerre. Mathieu sent quelque chose se fissurer en lui. Un souvenir ancien, qu'il croyait oublié, remonte à la surface. Le regard d'une autre enfant il y a longtemps. Un regard aussi vide, aussi brisé. Il se redresse lentement, sans geste brusque, puis ouvre la portière passager de sa voiture. Le cuir noir brille, l'habitacle sent encore le neuf. « Je vais t'emmener quelque part, dit-il, là où il fait chaud, là où tu pourras manger, dormir, d'accord ?» Elle ne répond pas. Il attend. 1 minute, 2. Puis, dans un silence pesant, elle sort de sa cachette. Elle marche vers lui à pas lents, le chiffon toujours contre elle et s'arrête juste devant la voiture. Elle lève la tête. Leurs regards se croisent encore une fois. Il ouvre ses bras. Elle hésite. Puis, brusquement, elle grimpe à l'intérieur sans dire un mot. Mathieu referme la portière, contourne le véhicule et prend le volant. Le moteur rugit de nouveau, mais cette fois, il ne fait plus peur. La voiture s'éloigne, emportant avec elle un mystère de plus sur cette route perdue. Et dans les bois, la silhouette sous le manteau noir les observe encore, immobile. L'intérieur de la Bugatti est silencieux, seulement troublé par le ronronnement feutré du moteur. Les sièges en cuir enveloppent les 2 passagers dans une chaleur réconfortante, contrastant brutalement avec la morsure glaciale de l'extérieur. Mathieu garde les yeux sur la route, mais son esprit dérive. L'enfant à ses côtés ne dit rien. Elle est recroquevillée sur elle-même, tenant toujours son chiffon contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un talisman. Elle n'a
pas demandé où ils allaient. Elle n'a pas prononcé un mot depuis ce maman lancé dans les bois. Et pourtant, il sent sa présence comme une tension électrique dans l'air. Elle est là dans cet habitacle luxueux qui n'a jamais été prévu pour autre chose que des adultes pressés et des trajets calculés au centime près. Mathieu jette un regard furtif vers elle. Elle ne pleure pas. Elle ne regarde même pas le paysage qui défile à travers la vitre. Ses yeux sont fixés sur le vide, perdu quelque part que lui ne peut atteindre. Il se surprend à vouloir combler ce silence, à lui parler, à lui dire que tout ira bien. Mais les mots restent coincés dans sa gorge. Parce qu'il sait qu'il mentirait. Il ne sait pas s'il pourra l'aider. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Il revoit son visage quand elle est sortie de derrière l'arbre. Ce regard, ce fichu regard. Il n'était pas seulement triste, il était familier. Un reflet, une faille, comme un miroir posé trop près d'une cicatrice ancienne. Ce n'est pas de la pitié qu'il a ressentie. Pas seulement, c'est autre chose. Une connexion inexplicable, violente, instantanée, comme si quelque chose en elle avait reconnu quelque chose en lui. À l'arrière de son crâne, une vieille image s'impose. Il avait 7 ans. Son père venait de partir sans un mot, sa mère pleurait dans la cuisine, et lui, il était seul, dans le couloir sombre, tenant un petit soldat de plomb dans la main. Un jouet muet face à une douleur qu'aucun enfant ne devrait connaître. Il chasse ce souvenir d'un clignement de paupières. Ce n'est pas le moment. La voiture entre enfin dans les faubourgs d'une petite ville. Des maisons basses, des volets clos, quelques commerces encore endormis. Il repère un commissariat. Pas très grand, un bâtiment gris au coin d'une rue peu fréquentée. Il se gare, coupe le moteur, se tourne vers la fillette. « On va voir des gens qui pourront t'aider, dit-il doucement. Tu veux venir avec moi ?» Elle ne répond pas. Elle baisse les yeux. Il sent une résistance, une peur. Il hésite, puis sort du véhicule, contourne, ouvre la portière passager. Il tend la main. Elle lève la tête. Elle ne prend pas sa main, mais descend doucement, posant ses petits pieds sur le trottoir humide. À l'intérieur du commissariat, l'ambiance est aussi froide que dehors. Une odeur de café rassis et de papier jauni flotte dans l'air. Une réceptionniste lève les yeux, étonnée de voir un homme en costume accompagné d'une enfant en loques. « Bonjour, je suis tombé sur cette petite sur la route, » dit Mathieu. Elle était seule, aucune habitation aux alentours. Je ne savais pas quoi faire. La femme fronce les sourcils, regarde Élise, puis appelle un agent. Bientôt 2 policiers arrivent, un homme et une femme. Ils posent des questions. Où exactement? À quelle heure? L'enfant a-t-elle dit son nom? Parle-t-elle? Est-elle blessée? Mathieu répond à tout, précis, méthodique. Mais plus il parle, plus il sent le regard des policiers se durcir, non pas contre lui, mais contre l'improbabilité de la situation. La petite est examinée brièvement. Aucune blessure apparente, mais une malnutrition visible. Elle ne réagit pas aux questions. Elle marmonne encore de temps en temps ce mot unique, « maman ». Il vérifie les bases de données. Aucun signalement correspondant, aucun appel, aucune disparition récente qui coïncide avec sa description. Pas d'identité, pas de dossier. Une enfant fantôme. « Monsieur Delacroix, dit l'agente avec une voix neutre, nous allons devoir contacter les services sociaux. Ils prendront le relais. Ce n'est pas à vous de gérer cela. » Il acquiesce. Bien sûr, il s'y attendait. Et pourtant, au moment où on lui demande de partir, de la laisser là, il sent une résistance en lui, une alarme silencieuse. « Je peux rester avec elle un moment ?» demande-t-il, le temps que les services arrivent. L'agente le regarde, surprise. Il n'a pas à le faire. Il devrait partir, retourner à Paris, à ses chiffres, à ses appels. Mais il reste. Il s'assied sur une chaise à côté d'Élise, qui regarde le sol, les jambes pendantes. Les minutes passent. Personne ne parle. Un café lui est offert, tiède, amer. Il ne le boit pas. Il regarde Élise, et elle, lentement, finit par tourner la tête vers lui. Leurs regards se croisent à nouveau. Cette fois, elle ne détourne pas les yeux. Et il comprend. Quoi qu'il arrive maintenant, il ne pourra plus faire marche arrière. Le jour a complètement percé les nuages quand les services sociaux arrivent enfin. Une voiture blanche, sans marquage apparent, s'arrête devant le commissariat. 2 femmes en descendent, l'une avec une sacoche remplie de dossiers, l'autre avec une attitude rassurante mais distante, comme si elle avait déjà vu 1000 histoires semblables. Mathieu les observe depuis l'intérieur, son regard se durcissant à chaque pas qu'elles font vers l'entrée.
Bonjour, nous sommes de la direction de la protection de l'enfance, dit la plus jeune en s'adressant à l'agente de police. C'est ici pour l'enfant retrouvé ce matin? La fillette est assise sur une chaise en plastique, les jambes pendantes, le regard fixe sur un point invisible du mur. Depuis plus d'une heure, elle n'a pas bougé. Mathieu n'a pas prononcé un mot non plus, mais son simple silence en dit long. Il n'est plus un témoin passager. Il est devenu, malgré lui, un élément central de cette histoire. Les deux agentes des services sociaux s'approchent d'Élise. Elle parle doucement, avec des gestes mesurés, mais l'enfant ne réagit pas. Elles tentent une approche ludique, sortent une peluche de leur sac, proposent de l'eau, un biscuit, rien n'y fait. Élise reste figée. Seule une ombre de panique traverse ses yeux lorsqu'elles essaient de la toucher. Elle a probablement subi un choc, dit l'une d'elles à voix basse, tout en notant quelque chose sur une fiche. Nous allons la conduire dans un centre temporaire d'accueil. Elle sera vue par un médecin, puis par un psychologue. Mathieu hoche la tête, mais au fond de lui, une inquiétude sourde grandit. Il sait que ce que ces femmes disent est logique, professionnel, réglementaire. Mais il voit aussi ce qu'elles ne disent pas. Qu'Élise est une inconnue sans nom, sans papier, sans dossier. Une enfant qui n'existe pour aucune base de données. Et dans un système saturé comme celui de la protection de l'enfance, une inconnue sans voix devient trop vite un dossier oublié. Alors, il fait quelque chose de totalement incongru pour un homme comme lui. « Je veux rester impliqué », dit-il. « Je veux m'assurer qu'elle reçoive ce dont elle a besoin. » Les deux femmes échangent un regard. L'une d'elles sourit poliment. « Ce n'est pas exactement comme ça que cela fonctionne, monsieur. » Delacroix. Mathieu Delacroix. Le nom fait son effet. Elles se figent une demi-seconde. L'une fronce les sourcils, visiblement surprise. L'autre semble soudain plus prudente dans ses paroles. Monsieur Delacroix, ce n'est pas la première fois que quelqu'un bien intentionné veut aider. Mais le protocole est clair. Nous devons d'abord identifier l'enfant, informer le parquet, effectuer des vérifications. Ce que vous pouvez faire, c'est remplir un formulaire d'hébergement temporaire, si vraiment vous êtes prêt à vous impliquer. Ce sera soumis à l'appréciation du juge pour enfants. Mathieu prend le stylo qu'elle lui tend sans un mot. La ville où il se trouve est petite, mais pas sans ressources. Il y a un tribunal, un service de santé, une mairie, une école. Mais il y a aussi ce que toutes les petites villes ont. Des regards qui pèsent lourd et des rumeurs qui courent. Vite, dès que Mathieu met un pied dehors avec Élise, même simplement pour aller à la pharmacie, il le sent. Les regards, les murmures. C'est lui, le type de Paris, celui avec la gamine. Tu crois qu'il la connaît? Une histoire louche, ça. Une fillette toute seule. Et lui, qui débarque juste comme ça. Ça cache quelque chose. Même en voulant bien faire, même avec son nom connu et son allure impeccable, il reste un étranger. Et dans les villages français, les étrangers ne sont jamais tout à fait innocents. La pharmacienne, une femme d'âge moyen au regard perçant, lui tend un flacon de vitamines pour enfants, mais garde ses distances. Elle ne pose pas de questions, mais son silence en dit long. La mairie, contactée pour une éventuelle inscription provisoire à un programme social, est encore plus froide. On l'accueille avec méfiance. On lui parle de délais, de procédures, de vérification de domicile. On évoque le fait que l'enfant n'a pas de papier, que son identité reste floue, qu'il pourrait y avoir des complications juridiques, sans preuve d'un lien familial ou d'un mandat légal, dit le fonctionnaire en feuilletant des formulaires. Vous ne pouvez rien entreprendre directement pour cet enfant. Ni soins médicaux, ni scolarisation, pas même un hébergement prolongé. Mathieu serre les dents. Il ne comprend pas pourquoi tout semble conçu pour décourager les bonnes intentions. Il a les moyens, le temps, l'espace, mais rien de cela ne semble compter ici. Le soir, dans la petite chambre d'hôtel qu'il a louée pour rester près d'Élise, il s'assoit sur le lit et la regarde dormir. Elle s'est enfin assoupie, après un bain tiède et un bol de soupe. Elle a serré son chiffon contre elle jusqu'au dernier instant. Même dans son sommeil, ses traits restent tendus, comme si les cauchemars n'étaient jamais loin. Il se sent impuissant. Lui, l'homme qui négocie des contrats internationaux, qui dirige des empires financiers, se retrouve bloqué par des signatures, des tampons, des protocoles. Et plus il pense à ce que cette petite fille a traversé, plus il sent une colère sourde monter en lui. Il ne sait toujours pas d'où elle vient, ni qui elle est, mais il sait une chose, il ne la laissera pas disparaître dans les méandres de l'administration.
L'aube perce timidement à travers les rideaux de la chambre d'hôtel. Mathieu s'est levé avant le réveil, comme souvent depuis qu'il a pris Élise sous sa responsabilité temporaire. Il la regarde dormir, emmitouflée dans les draps blancs, son visage apaisé pour une fois, libéré des tensions de la veille. Il ressent quelque chose d'étrange, une forme d'attachement qui le dépasse, comme si cet enfant avait ancré sa présence dans un recoin de son être qu'il croyait fermé à jamais. Après plusieurs jours de démarches, de discussions stériles avec les autorités locales, de va-et-vient administratifs et de nuits courtes, il commence à perdre patience. Rien n'avance. Aucun progrès dans l'identification d'Élise. Pas d'enquête ouverte. Aucune famille déclarée manquante. La petite continue de murmurer parfois « maman », parfois « feu » ou « grande maison », mais sans plus de contexte, des mots lancés dans le vide. Ce matin-là, alors qu'il l'aide à enfiler un pull propre qu'il a acheté dans une boutique pour enfants, il remarque quelque chose qu'il n'avait pas vu jusque-là. Une fine bande de tissu dépassant de la manche, presque intégrée à la couture, comme une sorte de bracelet fait maison. Il tire doucement dessus et découvre une petite bande tressée, usée, mais encore lisible. Brodée à la main dans un fil presque effacé par le temps, il lit les mots « Château d'argent ». Un frisson lui parcourt l'échine. Il photographie le bracelet puis le remet doucement à sa place. Élise le regarde, silencieuse, comme si elle avait compris qu'il venait de trouver quelque chose d'important. Dans le hall de l'hôtel, Mathieu ouvre son ordinateur portable et commence à rechercher ce nom, Château d'argent. Les premiers résultats parlent d'un petit domaine historique, situé à environ 50 km de là, dans une région vallonnée, entre forêts épaisses et anciennes routes agricoles. Autrefois utilisé comme résidence secondaire par une famille noble tombée dans l'oubli, le château aurait été vendu à des particuliers, puis laissé à l'abandon depuis plus d'une décennie. Des photos satellites montrent une structure imposante mais délabrée, envahie par la végétation. Aucun propriétaire officiel recensé depuis 5 ans, aucun mouvement enregistré, un lieu oublié du cadastre actif. Mathieu hésite un instant, puis prend une décision. Il ne prévient personne, pas les services sociaux, pas la mairie. Il sait qu'il ne comprendrait pas, qu'il ralentirait tout. Il prépare Élise, la couvre bien, l'installe dans la voiture et prend la route. Le trajet dure un peu plus d'1 heure. Plus il s'éloigne de la ville, plus la route devient étroite, tortueuse, déserte. Le GPS cesse de fonctionner à mi-chemin, et c'est en se fiant à une vieille carte trouvée en ligne qu'il continue. Élise ne parle toujours pas, mais elle semble attentive, éveillée. Ses yeux scrutent le paysage comme si elle reconnaissait quelque chose. Lorsqu'ils arrivent enfin, la vision qui s'offre à eux est digne d'un roman oublié. Le château d'argent se dresse au sommet d'une colline boisée, à moitié dissimulée par des arbres touffus. L'entrée est barrée par un vieux portail rouillé, partiellement ouvert. Mathieu gare la voiture en retrait, prend Élise par la main et s'avance, prudemment. La bâtisse est massive, composée de pierres blondes noircies par le temps. Plusieurs fenêtres sont brisées, des volets pendent, arrachés par le vent. Le silence est total, à peine troublé par le bruissement des feuilles mortes sous leurs pas. Un sentiment de malaise s'installe immédiatement. Pas de traces récentes de passage, mais une odeur étrange flotte dans l'air. Quelque chose entre l'humidité et les cendres. Ils entrent par une porte latérale ouverte. À l'intérieur, les pièces sont vides, mais pas désertées depuis longtemps. Dans une salle au fond du couloir, Mathieu trouve des assiettes en plastique, une couverture d'enfant roulée dans un coin et des dessins au mur, griffonnés à la main avec des crayons de couleur délavés, des maisons, des bonshommes, des arbres, des choses simples, des choses d'enfants. Élise s'approche lentement, touche l'un des dessins et ses lèvres bougent sans qu'aucun son ne sorte. Mathieu ouvre une vieille armoire et découvre d'autres objets, des vêtements, d'enfants, un carnet avec des pages arrachées, une photo à moitié brûlée. Il la ramasse. On y distingue 2 silhouettes floues, une femme aux cheveux longs et une petite fille dans ses bras. Le bas de la photo est noirci par le feu, les visages à peine visibles. Puis, un bruit, un craquement, comme une branche, que l'on écrase. Il se retourne brusquement mais ne voit rien. Élise s'est figée, ses yeux rivés vers l'une des fenêtres. « Il y a quelqu'un » demande Mathieu, sa voix résonnant étrangement dans l'espace vide. Rien. Puis il la voit.
De l'autre côté de la cour, une femme. Elle se tient immobile entre deux arbres. Elle les observe. Vêtue de noir, ses cheveux sombres attachés, le visage partiellement caché par une écharpe, le regard fixe, insistant. Elle ne bouge pas. Puis, brusquement, elle fait demi-tour et disparaît dans les bois, sans un mot, sans un bruit. Mathieu court vers l'extérieur, mais elle s'est volatilisée. Pas de traces, pas de bruit de pas, rien. Élise est restée sur le seuil, son visage étrangement calme. « Tu la connais » demande-t-il. Elle hoche la tête, une fois, silencieusement. La cour du château semble s'être refermée sur elle-même comme un piège muet. Mathieu reste un long moment à scruter les bois denses où la femme a disparu. Il avance de quelques pas, mais ne perçoit aucun mouvement. Aucun bruit ne trahit sa présence. Seule la respiration de la forêt, lente et rythmée, l'enveloppe. Il se tourne vers Élise, toujours immobile près de la porte. Elle ne semble ni surprise ni effrayée. C'est comme si cette apparition appartenait à une habitude, à une mémoire silencieuse dont elle seule connaît la trame. « Qui était-ce » souffle-t-il. Elle ne répond pas, mais son regard demeure fixé sur l'endroit exact où la femme est apparue, comme si elle guettait son retour. Mathieu décide de ne pas insister. Il la prend doucement par la main et l'entraîne à l'intérieur. L'odeur de poussière et d'humidité est plus forte qu'à leur première entrée. Il remarque maintenant des détails qui lui avaient échappé. Des empreintes de pas sèches dans la terre du couloir, un sac plastique vide suspendu à une poignée, des restes de pain durci sur une assiette abandonnée. Quelqu'un a vécu ici, pas il y a des années, mais récemment. Ils montent à l'étage. L'escalier grince, les marches semblent instables, mais ils avancent avec précaution. À l'étage, les pièces sont presque vides, à l'exception d'une chambre au fond du couloir. Elle est petite mais aménagée. Un matelas posé à même le sol, une couverture enfantine, une veilleuse en forme de lune branchée dans une prise murale, bien qu'il n'y ait plus d'électricité. Sur le sol, un carnet. Il est usé et la couverture tachée. À l'intérieur, des dessins, des lignes écrites d'une main adulte, tremblante. Ce n'est pas un journal, mais une suite de pensées, de listes, d'adresses barrées. À la fin, une phrase est répétée plusieurs fois, ne pas les laisser la prendre. Mathieu lit en silence. Il sent un frisson lui parcourir la nuque. Ce lieu n'est pas juste un refuge, c'était une cachette, un endroit où l'on essayait de fuir, de protéger. Il referme le carnet, le glisse dans son manteau, puis s'agenouille devant Élise. « Tu as vécu ici » demande-t-il avec douceur. Elle lève lentement les yeux vers lui. Puis, sans un mot, elle hoche la tête. Une fois, puis une deuxième. « Avec ta maman » Cette fois, elle ne répond pas, mais elle serre plus fort son chiffon dans ses bras. Mathieu sait désormais qu'il a mis le doigt sur quelque chose de bien plus grave qu'un simple abandon. Il y a eu fuite, discrétion, terreur, et une volonté farouche de ne pas être retrouvé. Quand ils redescendent, la lumière commence à décliner. Il jette un dernier regard autour de lui. Il prend des photos, rapidement, de tout ce qui semble « c'est important ». Les dessins, les restes, le carnet, les empreintes. Puis il conduit Élise jusqu'à la voiture. Elle ne dit rien. Elle semble épuisée, mais calme. Comme si le fait d'être revenu ici avait fermé une boucle intérieure. Sur le chemin du retour, Mathieu reste silencieux. Ses pensées s'entrechoquent. Il sait qu'il doit agir vite. Il ne peut pas ignorer ce qu'il a vu. Mais il ne peut pas non plus se précipiter. Tout est fragile. Trop fragile. Il s'arrête dans une station-service à la sortie d'un petit village. Il achète de quoi manger, de quoi boire. Pendant qu'il paye, la caissière le regarde fixement. « Vous êtes du coin ?» demande-t-elle d'un ton neutre. « Non, je suis juste de passage. » Elle jette un œil à Élise, assise dans la voiture garée devant. « On ne voit pas souvent des gens comme vous ici, surtout avec des enfants. Son ton est ambigu, ni méfiant ni chaleureux, juste observateur. » Mathieu ne répond pas. Il remercie, sort et reprend la route. De retour à l'hôtel, il s'enferme dans la salle de bain pendant qu'Élise s'endort. Il sort le carnet, se le relit entièrement. Une page en particulier attire son attention. Une série de prénoms, tous féminins, tous suivis d'un seul mot. Disparu. Camille, disparu Léa, disparu Noémie, disparu Élise, encerclée avec un trait en dessous. C'est là qu'il comprend. Ce n'était pas seulement un refuge, c'était un lieu de passage, de transit, de disparition. Quelqu'un,
a tenté d'enregistrer les noms, de garder une trace. Et Élise était la dernière. Il relit encore cette page. Les noms, le mot disparu, les gribouillis rageurs à côté. Et il pense à la femme entre les arbres. Elle les surveillait. Elle savait qu'ils viendraient. Ou peut-être les suivait-elle depuis le début. Il sort son téléphone, hésite à appeler les autorités, puis renonce. Pas encore. Pas sans preuve plus solide. Il doit comprendre, avant de les impliquer. Trop de choses pourraient se perdre dans les engrenages administratifs. Alors il fait ce qu'il n'a pas fait depuis des années. Il écrit un courriel personnel à un contact oublié, un ancien enquêteur devenu détective privé. Dans le message, il ne dit pas tout. Juste assez pour éveiller la curiosité, pour demander discrètement une recherche sur le château d'Argent et sur les disparitions d'enfants dans la région au cours des dernières années. Il appuie sur « Envoyer », referme l'ordinateur, puis va s'asseoir près d'Élise. Elle dort paisiblement, son visage tourné vers la lumière douce de la lampe de chevet. Mathieu regarde cet enfant qu'il ne connaissait pas il y a quelques jours et se rend compte que sa vie entière a changé. Pas à cause d'un contrat, d'une fusion ou d'un investissement, mais à cause d'un regard au bord d'une route. Et il sent au fond de lui que ce qu'il a découvert aujourd'hui n'est que le début. Le lendemain matin, Paris l'appelle. Un vol privé, une réunion d'investisseurs à Londres, un déjeuner prévu avec un ministre de l'économie. Tout a été minutieusement planifié, comme chaque semaine de la vie de Mathieu Delacroix. Mais il ignore les appels, reporte les rendez-vous et laisse son assistant désemparé gérer le chaos croissant que son absence engendre dans les étages supérieurs de son empire. Il ne peut pas partir, pas maintenant, pas quand il est sur le point de comprendre ce qui est arrivé à Élise. Dans la salle du petit déjeuner de l'hôtel, Élise mâche lentement une tartine beurrée, le regard perdu dans le vide. Mathieu, en face d'elle, lit les premiers retours de son ancien contact. Une série d'articles de journaux oubliés, des notes de disparition, des rapports non suivis. Des enfants disparus, tous dans un rayon de 100 km autour du château d'Argent. Des cas classés sans suite, des familles réduites au silence. Un détail attire son attention, un nom mentionné 2 fois dans les articles, Claire Dufort. Il fronce les sourcils. Ce nom ne lui est pas familier, mais il le garde en tête. Peut-être une piste. Il répond immédiatement à l'email. Qui est Claire Dufort? Trouve tout ce que tu peux. L'après-midi même, il rencontre pour la première fois une assistante sociale à laquelle il peut faire confiance. Une femme d'une 50aine d'années, calme, expérimentée, plus intéressée par les enfants que par les formulaires. Cette petite, dit-elle en regardant Élise à travers la vitre de la salle d'attente, a vécu quelque chose de profond. Ce n'est pas juste un traumatisme d'abandon, c'est un effondrement de repères. Elle n'a pas de peur panique, ce qui est étrange. Elle a quelque chose d'autre, une conscience trop mûre pour son âge, comme si elle savait déjà que le monde ne la protégerait pas. Mathieu reste silencieux. Il l'écoute, enregistre chaque mot. « Vous tenez à elle ?» demande-t-elle finalement. Il la regarde. Pas besoin de réfléchir. « Oui. Et vous, êtes prêt à aller jusqu'où pour l'aider ?» Il inspire lentement, puis répond « Aussi loin qu'il le faudra. » Elle lui donne un contact discret, un psychologue spécialisé dans les cas d'enfants victimes de négligence grave ou de réseaux de maltraitance. Puis elle ajoute « Si vous découvrez ce qui s'est passé, vous devrez faire un choix. La vérité, parfois, est un risque. Mathieu connaît bien les risques, mais il commence à apprendre ce que vaut une vérité qu'on cherche seul, sans le bouclier d'un empire. » Les jours suivants, il installe une routine avec Élise dans un petit appartement loué en périphérie. Il ne retourne pas à Paris. Il envoie un message à son conseil d'administration. Absence prolongée pour raisons personnelles. Continuer les opérations. Garder le silence. Ses associés s'interrogent, spéculent, mais il les laisse dans le flou. Il consacre désormais ses journées à comprendre ce que cache cette histoire. Il engage discrètement un second enquêteur, spécialiste en réseau de trafic d'enfants. Il demande l'examen de toute structure d'accueil dans un rayon de 50 km du château d'Argent. Il fait tracer les anciens propriétaires, les bénévoles, les financements. Des noms reviennent, des dons douteux, des associations caritatives au bilan incohérent. Pendant ce temps, Élise commence à changer. Elle parle peu, mais elle l'observe avec attention. Elle sait désormais que Mathieu n'est pas un passage. Il est devenu un point fixe, une encre. Elle commence à sourire timidement, à dessiner.
à murmurer des choses dans son sommeil qu'il note. Des prénoms, des lieux, une chanson. Un soir, elle s'approche de lui avec un papier, un dessin, une maison avec une grande fenêtre, un arbre et un homme. Lui. C'est la première fois qu'elle le représente. Elle le lui tend, silencieuse. Mathieu comprend alors que leur lien n'est plus circonstanciel. Il est réel et irréversible. Une semaine après sa visite au château, il reçoit un appel de son ancien contact. « Tu voulais savoir qui est Claire Dufort? C'est là que ça devient compliqué. » Il se redresse. « Dis-moi tout. » Claire Dufort a été assistante, éducative dans un centre rural fermé depuis quelques mois. Une femme discrète, très impliquée dans la protection de l'enfance. Elle a déposé une plainte contre une structure d'accueil qu'elle accusait de pratiques illégales. Enfant, placée sans suivi. Disparition. Elle a disparu 7 mois après ce dépôt. Officiellement, fugue. Officieusement, personne n'a voulu creuser. Mathieu reste un long moment silencieux. « Tu crois qu'Élise est sa fille? C'est possible. Les dates concordent, mais il faudra une preuve plus solide. Trouve-la. » Il raccroche. Puis il se tourne vers Élise, qui dort dans le canapé, sa poupée chiffonnée contre elle. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Il ne va pas seulement aider cet enfant, il va retrouver sa mère. Et il va comprendre pourquoi. Une femme comme Claire Dufort a dû fuir avec sa fille dans un château abandonné. Le matin est brumeux quand Mathieu reçoit le nouveau rapport. Un simple fichier PDF transmis par son enquêteur avec un message bref. « Voici ce que j'ai pu confirmer. Attention. » Il ouvre le document, assis dans la cuisine de l'appartement. Élise dessine sur la table basse, concentrée. Elle fredonne, à mi-voix une mélodie sans nom, douce et triste. Le rapport est structuré, précis, implacable. Il retrace le parcours professionnel de Claire Dufort, depuis ses études en psychologie sociale jusqu'à son poste dans un centre d'accueil rural nommé la Maison Clairefontaine, situé à 60 km du château d'Argent. Officiellement, l'établissement proposait un accompagnement spécialisé pour enfants en situation de vulnérabilité. Officieusement, il servait de façade à un réseau opaque. Claire aurait découvert des irrégularités en examinant les dossiers internes, des enfants admis sans procédure complète, d'autres transférés sans notification aux autorités, des noms effacés, des signalements jamais envoyés. Elle a documenté, recueilli des preuves, contacté une association de défense de l'enfance. Puis elle a déposé une plainte officielle, anonymement d'abord, puis au nom propre. C'est à ce moment-là que tout a changé. Le rapport contient une note interne, fuitée par une ancienne employée. La Dufort est instable. Elle s'imagine des complots. Elle risque de nuire au projet. À surveiller. 2 semaines plus tard, Claire disparaît. Aucun signalement formel. Aucune enquête sérieuse. Elle cesse simplement d'exister dans les systèmes administratifs. Mathieu serre le poing. Il lit la suite. Elle aurait été vue pour la dernière fois en train de fuir le centre avec une fillette. Aucune caméra. Aucun témoin fiable. Seulement une description vague. Femme avec enfant, direction sud-est. Il n'a plus de doute. La fillette, c'était Élise. Mathieu s'isole dans la chambre. Il relit le rapport 2 fois, 3 fois. Il compare les dates avec ce qu'il a observé lui-même. Il reprend ses notes, les mots qu'Élise a murmurés, les noms griffonnés dans le carnet trouvé au château. Tout s'emboîte. Claire n'a pas simplement fui. Elle s'est battue. Et dans sa fuite, elle a tenté de sauver sa fille d'un système corrompu. Il ressort le carnet. Une page restée sans lecture l'intrigue. Elle contient des initiales suivies d'adresses ML, AB, DR, puis un nom souligné, FR. À côté, une phrase écrite avec rage. C'est lui qui orchestre, dossier, parrainage, papier falsifié. Mathieu transmet le tout à son enquêteur. 1 heure plus tard, il reçoit la réponse. François Reynaud, directeur exécutif de la Fondation Clairefontaine, jusqu'à sa dissolution. Réseau très influent à Paris. Proche de plusieurs politiciens. Donateur dans de nombreuses campagnes. L'homme est toujours actif. Maintenant à la tête d'un cabinet de conseil en développement institutionnel. Mathieu sent le piège. Ce n'est pas une affaire isolée. C'est un système. Une organisation protégée, camouflée, bien connectée. Et Claire avait commencé à le faire vaciller. Elle représentait un danger. Elle avait tenté d'alerter. Personne n'a voulu entendre. Alors elle s'est cachée. Et peut-être quelque part elle se cache encore. Mais où et dans quel état?
Le soir, il observe Élise qui dort, sa petite main serrée sur le rebord du lit. Il pense à Claire, à ce qu'il aurait fait à sa place. Il imagine la peur, l'instinct de survie, la décision déchirante de fuir. Il pense aussi aux enfants dont les noms sont apparus dans le carnet. Des disparitions sans réponse, des vies effacées. Le lendemain, il prend rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les affaires de tutelle et de droit des mineurs. Il veut être légalement responsable d'Élise, au moins temporairement. La réponse est ferme. Impossible, sans preuve de lien de parenté, sans autorisation judiciaire. Il insiste. Il parle de danger, de réseau criminel, d'abandon d'État. L'avocat l'écoute, le regarde, puis conclut « Vous entrez sur un terrain glissant, monsieur Delacroix. Si ce que vous dites est vrai, ces gens n'hésiteront pas à s'en prendre à vous et à elle. » Mathieu le sait déjà. 3 jours plus tard, la menace devient concrète. Il rentre à l'appartement en début de soirée. La porte n'est pas forcée. Rien ne semble déplacé. Élise est avec la psychologue qu'il a engagée dans le parc voisin. Il fait un rapide tour des pièces. Dans son bureau, les dossiers ont disparu. Le carnet aussi. Seules les copies numériques, stockées en sécurité ailleurs, ont été épargnées. Il appelle la police. Une patrouille vient. Il constate, rédige un rapport, sans grande conviction. Ça ressemble à un vol ciblé, dit l'un des PSLPATH. Agent. Mais sans preuve, ça ira nulle part. Mathieu ne réagit pas, il comprend. Ce n'est pas une simple intimidation, c'est un avertissement. Il passe la nuit à réorganiser ses documents, à relancer son enquêteur. Il ne veut plus seulement savoir, il veut exposer, prouver. Éclater ce silence construit par des années de manipulation. Et il pense à Élise, à Claire, aux autres. Désormais, il n'est plus un spectateur dans cette histoire, il est un obstacle. Les jours qui suivent sont empreints d'une tension sourde. Mathieu sent l'étau se resserrer autour de lui, invisible mais oppressant. Il a pris des précautions, changé de logement, modifié ses itinéraires, encrypté ses communications. Mais il sait que ce genre de réseau ne se contente pas de menaces symboliques. Il joue désormais avec les règles du pouvoir, et le pouvoir ne laisse pas d'empreinte. Une nuit, alors qu'Élise dort profondément, Mathieu replonge dans ses archives personnelles. Il cherche une faille, une connexion qu'il aurait pu négliger. Il pense à Claire Dufort, à son passé, à ses choix. Et soudain, un souvenir oublié remonte. Une soirée à l'université, des années auparavant. Une conférence sur les politiques publiques d'enfance. Un nom cité à voix haute, Claire Dufort. À l'époque, cela n'avait été qu'un nom sur une liste d'intervenants. Aujourd'hui, ce nom fait battre son cœur plus vite. Il ouvre un vieux dossier numérique, un disque dur externe qu'il n'a pas consulté depuis une décennie. Parmi les fichiers, il retrouve des documents de l'université, des listes de cours, des correspondances étudiantes. Il tombe sur un dossier nommé « Rencontre sociale ». Il clique. Une vingtaine de lettres, échangées entre étudiants pendant un projet de fin d'études. Il fait défiler les noms. Et là, figée dans l'écran, Claire Dufort. Elle faisait partie du groupe. Elle avait même envoyé une lettre à lui. Il l'ouvre. Le fichier est daté de plus de 15 ans. Une lettre manuscrite scannée. Il la lit avec lenteur. « Cher Mathieu, je ne sais pas si cette lettre t'arrivera. On m'a dit que tu étais brillant, difficile d'accès, mais que tu comprenais les marges, les zones grises. J'écris pour te parler de ce que j'ai vu pendant mon stage dans un foyer. Il y a des choses qui ne vont pas. Des enfants déplacés sans raison, des documents modifiés. Je n'ai que des intuitions, mais elles me rongent. Si jamais tu veux en parler, je laisse mon numéro ici. Claire. » Il reste un long moment sans bouger. La lettre ne lui était jamais parvenue. Elle était restée dans ce dossier partagé, noyée parmi des dizaines d'autres. À l'époque, il n'avait même pas ouvert tous les messages. Trop concentré sur ses objectifs, trop éloigné du monde réel. Claire avait tendu la main, et personne ne l'avait saisie. Il imprime la lettre, la relit encore, la reconnaît à travers ses mots, déterminé, lucide, seul, et une évidence le frappe. Cette affaire ne lui est pas tombée dessus par hasard. Il y était lié depuis le début. Il avait croisé le destin de Claire bien avant Élise, et aujourd'hui, il lui doit plus qu'une protection tardive, il lui doit réparation. Le lendemain, il transmet la lettre à son enquêteur avec une simple instruction. Trace tout ce que Claire a fait depuis ce projet universitaire. Regarde si d'autres noms du groupe sont encore actifs et cherche
s'il y a eu des suppressions de fichiers à cette époque. En parallèle, il commence à réexaminer les archives de la Fondation Clairefontaine. Officiellement, elle a été dissoute pour déficit budgétaire. Officieusement, les financements continuent à circuler à travers des associations satellites. L'une d'elles attire son attention. Initiative France Enfance, une ONG obscure mais généreusement dotée, dont plusieurs membres sont d'anciens employés de la Fondation. Le nom de François Reynaud y figure, bien dissimulé dans les statuts financiers. Mathieu demande une vérification complète de leurs activités. Il veut des preuves concrètes, des transferts bancaires, des adoptions irrégulières, des faux papiers. Il sait que c'est dangereux, mais il n'est plus question d'hésiter. Quelques jours plus tard, une femme le contacte anonymement. Elle dit avoir travaillé avec Claire dans un foyer à proximité du château d'Argent. Elle accepte de le rencontrer dans un café isolé. Elle arrive en manteau large, les yeux cernés, le regard vif. Claire avait compris ce qu'on ne voulait pas voir, dit-elle. Elle notait tout. Elle disait que si elle disparaissait, quelqu'un devait continuer. Et elle a disparu, confirme Mathieu. Oui, et j'ai eu peur. J'ai brûlé des documents, j'ai quitté le foyer, mais je n'ai pas oublié. Elle lui tend une clé USB. Dessus, copie de dossier, nom d'enfant, date de disparition, lettres internes, échange de courriels inquiétants entre responsables. C'est ce qu'il vous faut pour commencer. Mais vous devez comprendre. Si vous allez au bout, vous serez une cible. Comme elle. Il la remercie. Il ne pose pas plus de questions. Il sait qu'elle est allée aussi loin qu'elle le pouvait. En rentrant, il retrouve Élise dans le salon. Elle a redessiné la grande maison. Mais cette fois, elle a ajouté une silhouette de femme à côté de l'arbre. Il s'agenouille à côté d'elle. « C'est qui ça ?» demande-t-il. Elle répond sans hésiter. « Maman. Tu te souviens d'elle ?» Elle hoche la tête. Puis, lentement, elle dit « Elle m'a dit de me cacher. Elle m'a dit « Si tu vois une voiture bleue, cours. » Mathieu reste figé. « Une voiture bleue ?»« Oui, avec une étoile sur le devant. » Il comprend. C'était leur repère. Claire avait appris à sa fille comment reconnaître un danger. Une Mercedes, sans doute, avec un insigne identifiable. Les gens qui les poursuivaient avaient des moyens. Et maintenant, c'est à lui d'utiliser les siens. Il serre Élise contre lui. Le passé n'est plus un mystère. C'est une promesse. Et il compte bien la tenir. La pluie bat les vitres avec régularité. À Neuilly-sur-Seine, le manoir de Mathieu Delacroix, habituellement silencieux et immobile comme un musée, résonne d'une tension nouvelle. Cela fait maintenant plus de 2 semaines qu'il a ramené Élise à Paris. Une décision prise après avoir sécurisé tous les documents, installé des protections numériques et alerté, de manière officieuse, 2 journalistes de confiance. Élise s'est habituée aux grands espaces de la maison. Elle court parfois dans les couloirs, rit plus souvent, mais malgré ces moments fugaces d'insouciance, ses yeux restent aux aguets. Elle dort toujours avec la lumière allumée. Ce soir-là, Mathieu est seul dans son bureau. Il lit un rapport détaillé sur les liens entre François Reynaud et plusieurs familles d'accueil certifiées. Les chiffres sont limpides, des financements privés, des transferts de fonds vers des comptes offshore et des dossiers modifiés dans les systèmes d'adoption. Il s'interrompt, lève les yeux. Quelque chose cloche, le silence est trop profond. La maison, d'habitude animée par le bourdonnement discret du système de chauffage ou les pas de l'intendante, semble figée. Puis un bruit sourd, un craquement quelque part au rez-de-chaussée. Il se lève immédiatement, va vers la porte, tente d'écouter. Rien. Puis un second bruit, plus distinct, du verre brisé. Il descend rapidement mais sans courir. Lorsqu'il atteint le salon principal, il comprend. Une fenêtre a été brisée à l'arrière de la maison. Le rideau flotte au vent. L'alarme silencieuse qu'il avait installée n'a pas été déclenchée. Elle a été neutralisée, avec précision. Il appelle Élise, la cherche dans les pièces voisines. Il la trouve dans la chambre d'amis, endormie sur le tapis, son chiffon contre elle. Il l'enlace, la porte sans bruit, la ramène dans son bureau sécurisé. Il ferme à clé, puis déclenche le système de sécurité secondaire. Un signal discret est envoyé à une société de surveillance privée. En attendant leur arrivée, il vérifie les lieux. Rien n'a été volé. Aucun bijou, aucune œuvre d'art. Mais dans son bureau, une chose a disparu. Le dossier imprimé contenant tous les éléments de son enquête. Les copies numériques sont intactes, mais l'intrusion est un message. Clair, efficace. Il sait, désormais, qu'il n'a plus l'initiative.
La police arrive 1 heure plus tard. L'inspecteur en charge, un homme au ton neutre, évoque un cambriolage classique, un acte opportuniste. Mathieu ne contredit pas, mais il sait que ce n'est pas un hasard. Il sent que l'homme devant lui minimise intentionnellement les faits. Peut-être sous ordre, peut-être par prudence. « Vous avez des ennemis, monsieur Delacroix » demande-t-il poliment. « Pas le genre qui casse des fenêtres pour voler du papier » répond Mathieu. L'inspecteur sourit, puis repart avec un rapport vide. Le lendemain, Mathieu contacte ses avocats. Il met Élise sous protection privée avec une équipe réduite mais compétente. Il installe une surveillance autour de la maison, trace chaque appel, chaque livraison. Il ne veut plus être surpris. Et surtout, il prépare son offensive. Il recontacte les 2 journalistes. L'un travaille pour un grand quotidien parisien, l'autre pour une chaîne d'investigation indépendante. Il leur envoie des extraits du dossier. La lettre de Claire, les photos du château, les enregistrements de témoins. Il leur donne une condition, tout publier simultanément, et ne jamais citer Élise. Les journalistes comprennent vite qu'il ne s'agit pas d'un simple scandale. « Si on publie ça, ce sera une bombe », dit l'un d'eux. Mais vous savez que ça ne suffira pas. Il faut des preuves vivantes, des témoignages, des dossiers officiels. Mathieu acquiesce. Il en a encore un en réserve, la clé USB de la femme rencontrée dans le café, les copies du carnet, les données extraites par son enquêteur. « J'ai ce qu'il vous faut, dit-il. Mais si je vous les donne, vous me promettez une chose. Vous protégez les noms des enfants. C'est la première règle de notre métier, répond la journaliste, et la seule qu'on ne transgresse jamais. Il leur remet les documents et attend. Pendant ce temps, Élise commence à parler davantage, à nommer des objets, à poser des questions. Elle demande un jour « Pourquoi les méchants veulent venir ici ?» Mathieu répond simplement « Parce qu'on a dit la vérité. » Elle hoche, la tête sans crainte. Elle comprend plus qu'on ne le pense. Un soir, elle s'approche de lui avec un dessin. Une femme brune, debout près d'un arbre, tenant la main d'une petite fille. À côté, un homme, Mathieu. Le trio est réuni, entouré d'un soleil. « Elle va revenir ?» demande Élise. Il ne répond pas tout de suite. Puis il dit « On va la chercher, ensemble. » Elle sourit. C'est la première fois qu'elle sourit, avec les yeux. 3 jours plus tard, un message anonyme arrive dans la boîte mail cryptée de Mathieu. Pas de sujet, pas de signature, seulement une phrase. « Vous cherchez Claire. Elle est plus proche que vous ne croyez. » Et un fichier audio. Une voix de femme, tremblante, mais claire. « S'ils lisent ça, c'est que je n'ai pas réussi. Dites à ma fille que je ne l'ai jamais abandonnée. Jamais. Dites-lui que je l'aime, que je voulais juste la sauver. » Mathieu sent ses jambes faiblir. C'est elle, Claire. Elle avait tout prévu. Et maintenant, il n'a plus qu'un objectif, la retrouver vivante. La voix de Claire résonne encore dans l'esprit de Mathieu. Il l'a écoutée des dizaines de fois, chaque inflexion, chaque hésitation, chaque mot pesé. Ce n'est pas une confession. C'est un adieu déguisé. Ou peut-être un message codé. Il l'a fait écouter à Élise prudemment, par fragments. La fillette ne dit rien. Mais quand elle entend la phrase « Je ne t'ai jamais abandonné », elle se recroqueville contre lui et reste silencieuse durant toute la soirée. Le lendemain, Mathieu décide de frapper au cœur de la fondation. Jusqu'ici, ses démarches ont été discrètes, presque clandestines. Mais il sait qu'il ne pourra pas démanteler un réseau de cette envergure en solitaire. Il faut un levier, une faille, un témoin à l'intérieur. Il revient alors à une idée évoquée par son enquêteur. Infiltrer une personne de confiance. Dans la structure qui a succédé à Clairefontaine, Initiative France Enfance toujours active à Paris, il contacte alors Camille Ferrand, une amie d'université devenue enquêtrice indépendante, ancienne journaliste d'investigation. Elle a infiltré des milieux extrémistes, des sectes, des cartels. Discrète, méthodique, incorruptible. Il lui présente le dossier, lui explique tout. Elle lit en silence, son regard devenant de plus en plus froid. « Je vais entrer, dit-elle. Mais tu dois me promettre que si je ne donne plus de nouvelles, dans les 72 heures, tu lâches tout dans la presse. Je le promets. » Elle disparaît le soir même avec une nouvelle identité, un CV falsifié, des références préparées. 2 jours plus tard, elle intègre l'équipe administrative de l'ONG. Elle commence au niveau le plus bas, dans les services logistiques. Elle observe, note, écoute. Pendant ce temps,
Mathieu suit la piste ouverte par le message vocal. Il identifie un lieu récurrent mentionné dans les documents récupérés. Une maison de repos située en Bourgogne, officiellement utilisée comme centre de réhabilitation pour mères en situation difficile. Il découvre qu'elle appartient à une société écran liée à François Reynaud. Il transmet l'information à Camille. Le 3e jour, elle envoie un message court. « Je suis dedans. Il cache quelque chose. Appelle-moi seulement si c'est vital. » Le silence reprend. Puis, au 5e jour, elle surgit dans le bureau de Mathieu sans prévenir, visiblement fatiguée, amaigrie, mais déterminée. « J'ai tout, dit-elle, et tu ne vas pas aimer. » Elle lui tend une clé USB accompagnée d'un dossier papier. Il l'ouvre. Ce qu'il lit dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Des enfants identifiés par numéro et non par nom. Des parcours assignés avec des destinations internationales. Des documents d'identité falsifiés. Des accords officieux entre fondations. Et au sommet, une femme, Madeleine Vauquier, directrice actuelle de France Enfance, proche de Reynaud, figure respectée du monde humanitaire parisien. Elle est citée dans des courriels confidentiels, donne des ordres, signe des accords de relocalisation d'enfants. Elle savait tout. Elle dirigeait tout. Camille la décrit comme froide, brillante, convaincue d'agir pour le bien supérieur. Une idéologue, pas une criminelle de bas étage. C'est elle qui aurait ordonné la traque de Claire, qualifiée de variable instable dans un email. Le document contient aussi un extrait d'entretien enregistré à l'intérieur de la Fondation. Camille a capté une conversation entre 2 membres du conseil. Et la fille, elle est tout maintenant. Aucune idée. Mais si elle parle, on est mort. C'est Delacroix qu'il faut faire taire. Mathieu ferme le dossier. Il sent la colère monter, froide, lucide. Il tient enfin ce dont il avait besoin. La preuve d'un réseau, la complicité au sommet, les voix, les signatures. On doit transmettre ça, dit-il. Immédiatement. Camille hoche la tête. Oui, mais pas seulement aux journalistes. Il faut alerter la justice. Ils contactent alors un procureur de confiance connu pour son intégrité, ancien juge anti-corruption. Il les reçoit discrètement, l'examine les documents, écoute les enregistrements, puis il dit simplement « Si c'est vrai, cette affaire va secouer la République. » C'est exactement ce qu'elle doit faire, réplique Mathieu. L'enquête est lancée dans l'ombre. Les journalistes préparent la publication. Le parquet monte une cellule spéciale. Les premières perquisitions sont planifiées. Mais la Fondation, elle, commence à se raidir. Un soir, Mathieu reçoit un message vocal sur une ligne cryptée. « Vous pensez faire tomber un empire? Ce que vous brisez n'est pas un système. C'est une protection pour des centaines d'enfants. Vous jouez avec des vies, monsieur Delacroix. Vous ne comprenez rien. » Il efface le message. Puis il regarde Élise dormir et se jure de ne jamais reculer. À l'aube d'un mercredi d'octobre, la une des plus grands quotidiens français explose. Réseau d'enfants, les dessous d'une fondation respectable. Le visage de Madeleine Vauquier n'est pas en couverture, mais son nom est sur toutes les lèvres. Le dossier, désormais public, est repris par les médias internationaux. Des témoignages accablants, des preuves irréfutables, des enfants réaffectés à l'étranger sans suivi légal. La machine judiciaire se met en marche. Les premières arrestations tombent. Des responsables administratifs, 2 membres du conseil de la Fondation, un avocat spécialisé en droit international. Puis, enfin, après une opération conjointe, menée par la brigade de répression du proxénétisme et l'OCRVP, François Reynaud est arrêté à la sortie de son bureau. L'image de son interpellation fait le tour du pays. Mathieu assiste à tout cela depuis un appartement sécurisé, prêté par l'un de ses rares amis sincères. Élise est avec lui. Elle ne comprend pas tout, mais elle sent le changement. Elle demande moins souvent « Où est maman ?» Elle dort mieux, elle rit davantage. Le parquet ouvre officiellement une procédure de reconnaissance de victime pour Élise. Son nom, jusqu'ici inexistant dans les bases de données, est désormais lié à une instruction. Son statut change de mineur isolé à enfant, protégé par la justice française. L'assistante sociale en charge du dossier, la même femme qui avait accepté de croire Mathieu dès le début, l'appelle un matin. « Vous avez été officiellement désigné comme tuteur temporaire. En attendant l'issue de la procédure d'adoption, c'est vous qui déciderez de tout ce qui la concerne. » Mathieu ne répond pas immédiatement. Il regarde Élise, en train de dessiner sur la table basse, concentrée, le front plissé. « C'est elle qui m'a choisi, dit-il enfin.
Moi, je n'ai fait que suivre. Mais le plus bouleversant reste à venir. Lors d'une perquisition dans un centre de repos désaffecté, en Bourgogne, les enquêteurs trouvent une pièce scellée. Derrière une porte camouflée dans le sous-sol, ils découvrent plusieurs matelas, des journaux, des restes de nourriture, et un mur couvert de notes écrites à la main. Parmi elles, un carnet appartenant à Claire. Une écriture précise, compacte, presque nerveuse. Des observations, des prénoms, des horaires, mais surtout, une page arrachée, retrouvée pliée dans une boîte à thé. Sur cette page, une adresse manuscrite. Un nom, une date. Claire Dufort a tenté de fuir jusqu'à un contact dans les Alpes. Elle n'a jamais atteint ce lieu. Mais il y a plus. Une vidéo enregistrée sur un vieux téléphone retrouvée dans un tiroir. Claire parle directement à la caméra. Son visage est amaigri, mais ses yeux brillent. Si vous regardez ça, c'est que j'ai échoué. Mais j'espère que ma fille vit. J'espère qu'elle a trouvé un endroit sûr. Qu'on l'aime, comme je l'aimais. Je voulais juste qu'elle échappe à tout ça. Elle marque une pause, puis ajoute « Et si Mathieu Delacroix lit ceci? Alors je te remercie. Même si tu ne t'en souviens pas, on a parlé une fois. À l'université, tu as été poli, tu m'as écouté. Et même ce souvenir suffit à me dire que je n'ai pas eu tort d'espérer. » Mathieu visionne l'enregistrement dans le silence de son bureau. Il ne pleure pas. Mais quelque chose s'effondre en lui. Une digue, un mur, une illusion. Claire avait toujours su qu'elle serait seule, mais elle avait semé des indices. Elle avait tout prévu, et elle avait cru en lui. Une semaine plus tard, une cérémonie discrète est organisée. Les victimes sont reconnues par la justice. Le parquet annonce l'ouverture d'un procès pour trafic aggravé de mineurs, mise en danger de la vie d'autrui et organisation criminelle. Mathieu est présent. Il n'intervient pas. Mais son simple regard, dans la salle d'audience, pèse lourd. Il est celui qui a osé, celui qui a désobéi au code du silence. Élise ne comprend pas toute la portée de ce jour, mais elle sent que quelque chose se ferme, que le danger s'éloigne. Elle serre sa main plus fort que d'habitude. Et lui, pour la première fois depuis des années, sent la chaleur d'un lien qu'aucun contrat ne pourrait jamais formaliser. Le processus d'adoption commence, long, minutieux, administratif. Mais cette fois, personne ne bloque. Tous les rapports sont favorables, tous les témoignages élogieux. Les psychologues parlent de reconstruction mutuelle. Les juges notent un environnement stable et affectif. Le jour de l'audience finale, Élise entre dans la salle avec une robe blanche choisie par elle-même. Elle tient un dessin plié dans la main. Elle le remet au juge. Un homme, une fille et une femme dans le ciel souriantes. Le juge sourit, puis prononce les mots. L'adoption est validée. Monsieur Delacroix devient le père légal de la mineure Élise Dufort. Mathieu ne dit rien. Il incline simplement la tête. Mais dans ses yeux, une lumière nouvelle est née, ni celle du succès, ni celle du pouvoir, mais celle de quelqu'un qui, enfin, comprend ce que c'est que de tenir une vie entre ses mains et de ne plus vouloir la lâcher. À la sortie du tribunal, des journalistes attendent. Ils posent des questions, hurlent des noms, tentent d'obtenir une photo. Mais Mathieu prend Élise dans ses bras, la couvre de son manteau et s'éloigne. Il rentre chez eux. Chez eux. Les saisons ont tourné. L'automne a laissé place à un hiver discret, puis au renouveau lumineux d'un printemps timide. Dans les allées paisibles du jardin du manoir, entre les magnolias en fleurs et les buissons taillés avec soin, des pas d'enfants résonnent, rythmés, légers, joyeux. Élise court à travers les herbes hautes, ses cheveux détachés flottant derrière elle comme un voile de soie. Elle rit, un rire pur, sans crainte, qui fend l'air comme une promesse tenue. Elle s'arrête au pied d'un arbre, lève les yeux vers la fenêtre du bureau à l'étage et crie « Papa, regarde !» Mathieu, accoudé à la balustrade, lève les yeux de son livre. Il porte une chemise simple, les manches retroussées, ses traits assouplis, par le temps et par une paix rare. Il sourit. Pas ce demi-sourire distant qu'il réservait jadis aux journalistes ou aux investisseurs. Un vrai sourire, celui d'un homme qui n'a plus besoin de se cacher derrière des rôles. « Je te vois », dit-il. « Tu vas trop vite, petite. Fusée. C'est pour t'attraper », lance-t-elle avant de reprendre sa course. Il la regarde disparaître derrière les rosiers, puis pose lentement son livre. Le silence retombe, doux, presque sacré. À côté de lui, une photo dans un cadre en bois. Claire, debout dans un pré,
Élise dans ses bras, toutes deux souriantes. L'image est floue, vieille, mais pleine de vie. Il l'a fait agrandir à partir d'une capture retrouvée dans le vieux téléphone du château. Une relique, un témoignage, une preuve. Sur le bureau, des documents attendent d'être signés. Ce ne sont ni des contrats ni des fusions, mais les statuts d'une nouvelle fondation, Maison Claire, un centre de réhabilitation pour enfants isolés, financé intégralement par les fonds personnels de Mathieu. Le projet est en cours depuis plusieurs mois. L'équipe est formée, les lieux sont prêts. La première promotion arrivera cet été, il a transformé la douleur en action, le vide en mission. Chaque jour, il écrit aussi. Pas pour publier, pas pour convaincre, mais pour Élise, un journal rempli de souvenirs, de réflexions, d'anecdotes. Il le garde dans un coffre, avec une étiquette « À lire quand tu voudras ». Savoir. Un dimanche, ils prennent la route. Une journée claire, sans objectif, juste pour s'éloigner, respirer. Ils traversent la campagne, s'arrêtent dans une petite boulangerie, achètent des brioches, des jus de fruits. Mathieu laisse Élise choisir le chemin. Elle pointe une route sinueuse entre deux collines. Là, c'est joli. Ils roulent lentement. Le paysage est familier, presque trop. Puis, sans s'y attendre, ils arrivent à proximité du château d'Argent. Le portail rouillé, la façade envahie par la végétation, les pierres silencieuses. Élise se fige, son regard fixé sur la bâtisse. « Tu veux qu'on s'arrête ?» demande Mathieu. Elle ne répond pas tout de suite, puis elle dit « Juste un instant ». Ils descendent, marchent jusqu'au portail, ne l'ouvrent pas, ne cherchent pas à entrer. Ils restent là, main dans la main. Et dans ce silence chargé d'écho, Élise murmure « C'est ici que j'ai appris à attendre. Maintenant, je n'ai plus besoin d'attendre. » Mathieu serre doucement ses doigts. « Non, dit-il, maintenant tu vis. » Ils restent encore un moment, puis, en silence, repartent. L'été arrive. Élise commence ses cours dans une école locale. Les premières semaines sont hésitantes, puis la confiance s'installe. Elle se fait des amis, apprend vite, adore les histoires, pose 1000 questions, dessine la nuit, rêve souvent d'endroits qu'elle seule semble reconnaître. Un jour, à table, elle demande « Pourquoi tu m'as aidé ce jour-là sur la route ?» Mathieu réfléchit puis répond « Parce que tu étais seule et que j'ai su à ce moment-là que moi aussi je l'étais. » Elle hoche la tête, puis elle dit « Alors, on s'est choisi. » Il la regarde longuement. « Oui, on s'est trouvé. » Des années plus tard, dans un salon baigné de lumière, une jeune fille lit un livre en silence. Autour d'elle, des rires d'enfants, des voix de soignants, des bruits de pas pressés. Elle se lève, s'approche d'une porte vitrée, regarde les enfants jouer dans le jardin. Elle sourit. Elle s'appelle Élise Delacroix. Elle est aujourd'hui éducatrice au centre Maison Claire. Elle a 21 ans et elle sait plus que quiconque ce que signifie grandir dans les interstices du monde. Elle rentre dans le bureau, s'assied devant un homme aux cheveux grisonnants, aux gestes toujours aussi précis. Mathieu lève les yeux, ferme son ordinateur. « Prête pour ta réunion ?»« Toujours. Mais d'abord, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute. » Elle sort une feuille, la déplie. Dessus, un texte, manuscrit. Le début d'un livre. « C'est notre histoire, dit-elle, et j'aimerais la raconter. » Mathieu ne dit rien, il lit, puis il pose la feuille, se lève, l'enlace. « Alors écris-la, parce que c'est grâce à elle que j'ai appris ce que ça voulait dire, aimer. » Le vent souffle dans le jardin. Les enfants rient encore, et dans le regard d'Élise, il n'y a plus de peur, il y a l'avenir.